t'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! « 24 dans les... » Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon compagnon d'aventure et ami Mélène. Mélène, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode consacré au Norseman et à l'un de ses participants et finishers français, Pierrig. Pierrig, bonjour. Bonjour à tous. On a également le plaisir d'être accompagné par ta compagne, Pierrig, Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation. On est ravis de vous avoir avec nous. Comme premier participant à ce podcast, on lance également l'aventure avec vous. Est-ce que Pierrig et Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement déjà ? Alors, moi, j'ai 37 ans aussi. Un petit peu plus jeune quand même de quelques mois que mon fiancé, parce qu'il a dit que j'étais sa compagne, mais dans les faits, je suis quand même sa fiancée. Et je suis journaliste et auteur spécialisée en forme, sport et bien-être. Donc on a cette passion commune autour de la forme et du sport. Et d'ailleurs on s'est rencontrés dans une salle de sport. Donc, voilà. Effectivement. Et tu fais aussi un peu de triathlon ou... Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que je n'aime pas la course à pied, donc pour le triathlon c'est un peu compliqué du coup. Mais bon, potentiellement il peut y avoir un défi de swimrun à un moment dans l'année, ouais, bientôt, on verra. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierrig, j'ai 37 ans. Je vais me marier à la fin de l'année. Félicitations. Merci beaucoup, ça approche là très vite. Et je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui a 3 mois maintenant. Je fais du marketing, j'ai un métier assez prenant. Et je suis triathlète aussi, même si je touche à beaucoup de sports depuis de nombreuses années. Et comment tu en es venu justement au triathlon et à quel âge finalement ? Alors j'ai commencé assez tard, je viens de la course à pied. J'ai commencé il y a même pas 10 ans, 7-8 ans à peu près le triathlon. Et je dois dire que j'ai adoré ça tout de suite. Comme je suis un petit peu touche à tout, j'avais besoin de diversifier un petit peu les expériences. Et je nageais déjà pas mal, je viens de la Bretagne, donc j'étais plutôt... dans l'eau tous les étés, un peu moins l'hiver, hein, on va pas mentir. Et à côté, je faisais aussi du vélo avec les copains, donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé avec une petite distance, je me souviens, c'était le triathlon sprint de Dijon. J'avais un vélo, il y avait 3 vitesses au niveau du cadre. J'ai déraillé dans la première montée. Je suis sorti avant-dernier de l'eau et j'ai tout donné sur la course à pied. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, tu nous disais ton épreuve de prédilection, c'était plutôt le running. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu au running ? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sport auquel on pense en premier quand on est jeune. On pense peut-être plus au foot, au basket, peu importe, sport collectif. Pourquoi est-ce que toi, le running, ça t'a motivé au départ ? Alors en fait, c'est une très bonne question parce que je me souviens bien comment ça a commencé. À la base, en fait, je suis passionné de planche à voile, de sport nautique. Je pratiquais beaucoup. Quand j'avais entre 10-15 ans. Et puis, il y avait des périodes où, avec les copains, on n'avait pas grand-chose à faire. On débordait d'énergie comme beaucoup d'adolescents. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui venait de l'athlétisme et qui a dit « Vas-y, viens, on va courir. Ça va nous occuper un peu. On a que ça à faire. C'est l'hiver et tout. » Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. J'ai commencé à courir. J'y ai pris goût. Et puis, il y a eu les premières courses. La Bretagne, c'est plutôt une terre sportive, que ce soit le vélo, la course à pied. Et ça a commencé comme ça, vers 15-16 ans. J'ai découvert un goût pour la compétition. Et je me suis vraiment découvert c'était au début un sport un petit peu en complément comme ça pour s'occuper, et puis c'est devenu un vrai plaisir, et j'ai continué. Jusqu'au triathlon du coup, et le triathlon c'était il y a combien de temps ta première épreuve ? La première épreuve, on est en 2019, ça devait être
2010-2011. D'accord, ouais. Donc ça commence à faire un petit moment, tu as eu le temps de faire pas mal d'épreuves. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur le thème du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est le Norseman finalement ? Alors le Norseman, déjà il faut savoir qu'en fait, après avoir commencé par une épreuve assez courte, là, le sprint, j'ai pas arrêté d'augmenter les distances en fait. J'aimais bien les sports, les trucs un peu durs, et donc j'ai augmenté les distances progressivement jusqu'à faire un premier Ironman en 2016. Et quand on s'intéresse au triathlon, on s'intéresse un petit peu aux épreuves et on entend vite parler du Norseman, qui est une épreuve mythique, qui est considérée comme le triathlon le plus dur du monde. Et ça m'attirait, mais vraiment, je pensais qu'à ça. Et j'ai commencé à m'inscrire très tôt en fait au Norseman en me disant on ne sait jamais parce que c'est une épreuve sur laquelle on est sélectionné par tirage au sort. Et puis en 2018, il y a un an, je me suis dit c'est la dernière année où je m'inscris. Pourquoi ? Parce que entre-temps j'ai rencontré Sophie. Moi donc. Voilà, et du coup il était assez évident qu'on avait d'autres projets. Et que ça prend pas mal de temps de se préparer à ce genre d'épreuve. Et que ça prend pas mal de temps, effectivement. Et donc, on était plutôt d'accord pour que je m'inscrive une dernière année en se disant, on verra, voilà. Puis après, c'est fini, on fait d'autres choses, on a prévu d'autres choses. Et tu as une idée du nombre de personnes qui peuvent s'inscrire, enfin qui tentent de participer, en tout cas chaque année, à défaut de pouvoir vraiment participer ? Ouais, alors quand on veut vraiment faire le Norseman, en fait, on calcule très vite ses chances de probabilité. Donc, on s'intéresse bien au nombre de personnes qui s'inscrivent. Et en 2018, de mémoire, il y avait à peu près 5000 personnes qui se sont inscrites effectivement sur le Norseman pour 250 élus. Sur ce type d'opération, tu disais que tu t'es inscrit plusieurs fois. Il y a une petite spécificité sur le tirage au sort. Comment tu t'es dit que c'était la dernière édition ? Alors, la première année où je me suis inscrit, ils venaient de changer les règles au niveau du tirage au sort. Et finalement, chaque année supplémentaire nous apportait 2 fois plus de chances d'être tiré au sort. Donc en fait, je suis tombé vraiment au bon moment parce que la première année, j'ai pas été pris, la seconde non plus, et la troisième année, j'avais 3 fois plus de chances d'être pris sur le nombre d'inscrits. Et je sais qu'aujourd'hui, ils ont encore à nouveau changé les règles parce que le Norseman, l'épreuve du Norseman s'est beaucoup développée. Ils ont développé une franchise qui est les Extreme Triathlon avec même un championnat du monde. Donc les règles de sélection ont bien évolué, mais la dernière édition que moi j'ai faite avait ce système en fait de tirage au sort, et j'ai eu la chance d'être pris, d'avoir le fameux slot pour le Norseman. Et du coup, la discipline se déroule où ? C'est quel type de format ? On est sur un format longue distance, c'est ça ? Ouais, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le triathlon, parce que la marque phare, hein, c'est une marque, mais c'est l'Ironman, c'est le triathlon XL. Donc là, ce sont les mêmes distances. On a 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, avec quelques spécificités propres à ce type d'épreuve. Effectivement, on n'est pas sur un parcours qu'on pourrait qualifier de plat, mais quelque chose d'un peu spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Alors, si on commence dans l'ordre des épreuves, en fait, déjà la natation, on prend le ferry à 4h du matin, et le ferry nous emmène au fond du fjord, donc à 4 km plus loin, à peu près. Il fait quasiment nuit, et c'est un feu de joie qui nous guide jusqu'au rivage, en fait. Donc, je vous laisse imaginer la température de l'eau. Et ensuite, les 180 km de vélo se font dans un parc naturel qui est absolument splendide, mais il y a 3500 mètres de dénivelé, 5 cols à franchir, dont un premier qui s'apparente plutôt au Ventoux pour ceux qui connaissent, parce qu'on va grimper pendant plus de 30 km en fait, pour arriver sur les hauts plateaux de la Norvège. Et on finit par un marathon avec 25 km relativement plat. Et ensuite, on attaque l'ascension du mont Gostatoppen, qui est le mont le plus haut de Norvège, pour finir, pour ceux qui ont la chance en fait d'aller jusqu'au bout, en haut du mont Gostatoppen à presque 2000 mètres d'altitude. On reviendra un petit peu après sur le détail de l'épreuve, entre le moment où tu mets le premier orteil dans l'eau et le moment où tu franchis la ligne. On voudrait s'attarder un petit peu avec Mélène sur la préparation, et la question du coup s'adresse forcément à tous les deux, parce que c'est une préparation qui prend beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien de temps ça t'a pris finalement, combien de temps ton programme d'entraînement a duré ? C'était quoi à peu près ta densité, on va dire, d'entraînement par semaine, et en quoi c'était impactant pour votre vie à tous les deux ?
Alors déjà, je commencerai avec le fait que sans le soutien de Sophie et d'autres personnes, même de collègues de travail, en fait, ça aurait été très difficile à organiser. J'ai commencé l'épreuve et pour moi, c'était le 4 août, c'est début août, hein, le Norseman. J'ai commencé à m'entraîner vraiment spécifiquement début janvier. Donc j'ai attaqué un programme de 7 mois d'entraînement très progressif jusqu'à atteindre un pic de forme quelques semaines, comme ça se fait à quelques semaines de l'épreuve. Et ça me prenait effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, je l'ai décomposé en fait en trois phases, cet entraînement. Un qui était lié vraiment à la base, donc être sûr que j'avais comment dire, que j'étais suffisamment fort pour encaisser un gros entraînement par la suite. Donc j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, de circuit training, des choses plutôt d'entraînement en salle en fait, l'hiver. J'ai enchaîné ensuite avec des épreuves plutôt de puissance et de force et de vitesse, avec des entraînements plutôt courts, intenses, pour faire vraiment la caisse, comme on dit. Et j'ai fini sur le spécifique, donc les sorties très longues, les kilomètres, la technique, ça quelques semaines avant l'épreuve. Voilà un petit peu comment ça s'est décomposé. Ça m'a pris pas mal de temps, comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est mieux passé que ce que j'appréhendais. C'est-à-dire que quand il a été tiré au sort, il était très content. Moi, j'étais contente pour lui, mais... Tu savais ce que ça allait impliquer. Voilà, j'avais un peu peur qu'on n'ait plus de vie sociale. Parce que il en parlera sûrement après, mais quand il y a ce type d'épreuve et de préparation, il y a l'hygiène de vie qui va avec. Et nous, on était jeunes couples, on aimait bien aller au resto, on aimait bien se faire des petits apéros et tout. Donc ça, je savais que ça allait être un petit peu compromis. Et puis, je savais aussi, j'avais une idée du volume d'entraînement que ça représentait, notamment sur les sorties longues. Et ça, j'appréhendais un peu. Surtout que tout ce qui était circuit training, tout ça, toute cette partie, nous on l'a fait ensemble, parce que moi j'aime beaucoup ça aussi. Mais après, vraiment sur le spécifique et le long, je savais qu'il partirait sans moi et que ça ferait du temps quand même impacté sur notre vie de couple. Mais au final, il s'est quand même super bien débrouillé parce que tu t'es beaucoup entraîné le midi. Ouais. Le dimanche, il y allait, mais très tôt. Donc du coup, après, finalement, à partir du début après-midi, on était ensemble, on pouvait faire d'autres choses. Donc finalement, ça l'a pas impacté tant que ça. Il s'est plutôt bien débrouillé. Et puis bon, après, je savais que c'était un peu l'épreuve sportive de sa vie. Donc, ça, c'est ce qui t'a fait croire. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres après, on ne sait pas. Ouais. Pour l'instant, il y a un bébé, donc c'est un peu la grosse épreuve du moment. On va pas parler de la diagonale des fous tout de suite. Mais c'est vrai que quand on sait que ça tient vraiment à cœur pour l'autre, on se dit, ok, cette année, c'est le Norseman, et puis on verra après. J'apporterai une petite précision, en fait. Dans le contrat, je n'avais pas le droit de m'entraîner un jour dans la semaine. Voilà, c'est honnête. C'est honnête. Du coup, c'est pas grave, il y a des jours où je faisais 2 entraînements. Mais c'était aussi pour qu'il se repose, parce Bien que sûr. la partie repos, récupération, elle est importante aussi. Et donc, effectivement, je devais partir tôt le dimanche matin pour essayer d'être là pas trop tard. Ce qui a été parfois, il y a eu des petits dérapages, mais pas trop souvent. Et du coup, une semaine d'entraînement type je sais pas, 2 mois de l'épreuve par exemple, c'était combien d'heures de chacune des disciplines? C'était quoi pour toi les plus grosses contraintes? Est-ce que finalement, au bout d'un moment, peut-être qu'au début, sur ta préparation, sur tes heures de travail, c'était pas trop gênant? Est-ce qu'à la fin, ça a commencé à le devenir un petit peu? C'était quoi le sentiment un petit peu général autour de tout ça sur la prépa? Ouais, j'avais un peu peur au début, effectivement, que ça soit difficile à organiser. Et comme je disais tout à l'heure aussi, moi, je l'ai vite annoncé au travail. J'ai la chance d'avoir des collègues, un boss, ils ont été super compréhensifs là-dessus. Ils m'ont beaucoup soutenu, en fait. Et je leur ai expliqué qu'il y avait 2-3 midis dans la semaine où j'allais pas forcément aller déjeuner avec eux et que j'avais besoin de m'entraîner à ces moments-là. Ce qui me permettait moi aussi de garder un peu de temps pour mon couple, bien évidemment, et pour ma vie sociale. Donc je me suis entraîné sur pas mal de créneaux le midi. Et ensuite, je faisais ce qu'on appelle les sorties d'endurance fondamentale, les sorties longues, en fait. Dans les 3 disciplines, je les faisais le week-end, assez logiquement, en fait. Donc, j'enchaînais la natation et la course à pied le samedi et la sortie longue en vélo le dimanche matin. Ce qui m'emmenait en général à
à 2 mois de l'épreuve, à pas loin de 15 heures d'entraînement par semaine, ce qui était, en général, le samedi soir quand on sortait, je commençais à piquer du nez assez tôt. J'imagine qu'un Norseman, c'est un petit peu différent d'un Iron classique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui va changer ? Ouais, alors au niveau, ça j'ai appris tout ça en me renseignant et en préparant un peu la course, bien évidemment, mais le Norseman, il répond à une catégorie spéciale au niveau des triathlons. Et il est classé dans la catégorie des triathlons extrêmes. C'est le Norseman qui a créé ça, mais c'est affilié à la Fédération internationale de triathlon. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus encadré. Et il y a un règlement spécial et des règles spéciales qui s'appliquent à ce type de triathlon. Donc les différences principales, elles sont sur la sécurité. C'est-à-dire que pour participer à ce type d'épreuve, on doit être accompagné. On doit être accompagné au minimum d'une personne, au maximum de 2. Et cette team qui va nous supporter pendant la quasi-totalité de l'épreuve, doit nous accompagner sur la partie vélo en voiture. Donc quand on va pour récupérer son dossard, l'équipe s'inscrit également, est déjà inscrite, mais va récupérer eux leur kit de supporters. On doit montrer effectivement qu'on a une voiture pour l'épreuve et on a aussi du matériel spécifique notamment pour la dernière ascension dans la montagne parce que les conditions peuvent être très changeantes, la fatigue est là aussi, donc il y a une exigence au niveau de la sécurité assez importante sur le Norseman. On est presque sur de la rando finalement sur une partie de la course à pied. Ouais, donc tu viendras faire de la rando avec moi. Hein Non, alors sur la dernière partie, mais je pense qu'on va pouvoir, on en reparlera là, mais c'est quelque chose d'assez fantastique et on est très très loin de la rando. Certains passages, on met les mains dans les rochers. Hein, c'est même de l'escalade. Ouais, c'est assez violent à ce niveau-là. À part pour les Norvégiens, qui sautent comme des cabris. Ouais, ils sont locaux. C'est souvent gagné par les Norvégiens d'ailleurs. Hein, ils sont très habitués de l'épreuve. Il y a une dernière particularité aussi, c'est que les 160 premiers, en fait, on a une ligne un finish line intermédiaire en fait, au 32e kilomètre du marathon. Donc on a déjà commencé à grimper et à partir de là, les 160 premiers ont le droit de monter, de grimper jusqu'en haut du Mont Gostat Open et les derniers arrivants finalement vont devoir emprunter un chemin un peu plus facile et ils vont finir la distance, mais ils vont prendre un chemin un petit peu plus calme en termes de dénivelé. Et donc la distinction se fait. Les finishers qui arrivent en haut de la montagne auront un t-shirt noir, quand ceux les derniers auront un t-shirt blanc. Donc c'est aussi ce qui a fait un peu la légende du Norseman, c'était est-ce que tu es black t-shirt ou white t-shirt ? On attendra un petit peu pour avoir la réponse, on veut le suspense jusqu'au bout, mais tu nous raconteras ça. Quand tu es prêt à partir, quand c'est le coup d'envoi, qu'est-ce qui te fait peur ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es au contraire très serein parce que tu as déjà fait des Iron ? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent et là tu te lances dans l'aventure ? T'es pas serein, même si je pense que je l'étais plus que l'équipe qui était avec moi. Moi j'ai pleuré, hein. Quand le ferry a quitté le quai, j'ai pleuré. Donc bien évidemment, Sophie faisait partie de l'équipe. J'avais choisi d'avoir 2 personnes officielles avec moi, à savoir Sophie et ma sœur. Et j'avais la chance aussi d'avoir un de mes meilleurs potes qui était là et qui conduisait la voiture. Donc ils étaient 3 dans la voiture et on avait encore 3 autres amis qui nous accompagnaient dans une autre voiture. Donc mais qui ne faisaient pas partie de l'équipe officielle. Hein. Il y a vraiment que 2 personnes qui ont le droit d'intervenir. Et en ça, c'était vraiment fantastique. Et donc, serein, non, mais très, très concentré. Et il y a un petit côté assez on est un petit peu dans sa bulle et on a du mal à réaliser ce qui se passe. Moi, j'essayais vraiment je regardais tout, le paysage, le ferry. J'essayais vraiment de profiter de ces moments-là parce qu'on a du mal à se rendre compte que ça y est, quoi. Ça fait 7 mois, ça faisait 3 ans que j'attendais ce moment, 7 mois d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Et là, on est sur le ferry et c'est complètement irréel, quoi. Du coup, on est sur le ferry, justement. Est-ce qu'on t'annonce la température de l'eau à ce moment-là ou t'es déjà au courant de combien Non, alors,
Je t'avoue qu'on a du mal, je dis nous parce que tous les participants font la même chose, on a du mal à attendre le moment, le jour J pour aller goûter la température de l'eau. Donc la veille, on a déjà une idée, on va mettre un doigt de pied, pour certains, ils vont nager un petit peu. Ils nous annoncent la température, effectivement, le matin même de la température de l'eau. Et ce qu'ils font aussi, ils vont puiser de l'eau avec un jet d'eau juste avant le départ, pour que ceux qui veulent se rafraîchir et se mettre à bonne température avant puissent le faire. Donc ils projettent de l'eau sur le pont du ferry, c'est un moment qui est assez spécial aussi. Et l'année, moi, où je l'ai faite, j'ai eu de la chance, on va dire. Elle n'était pas trop froide, elle a varié entre 12 et 14 degrés. Ouais, c'est avec du bon matériel, une bonne combinaison, ça peut passer, mais ça reste frais. Ouais. Il est finalement quelle heure quand tu t'élances et que tu pars sur la natation? Il est 5 heures pétantes. Il et fait là, nuit. c'est le gong, le klaxon du ferry qui nous donne le départ à 5 heures précises. Du coup, là, il fait encore nuit. Tu te jettes à l'eau. C'est quoi l'atmosphère autour de toi? Est-ce que c'est un des moments les plus incroyables de la course. Parce que pour ceux qui font de la compétition, vous le savez, une fois que c'est parti, quoi. Donc on est complètement, on passe dans un autre monde. Mais ce moment d'attente, juste avant de sauter, parce qu'on saute du pont du ferry, hein, il y a 4 mètres, il y a un petit plongeon de 4 mètres à faire. J'ai essayé de retarder un petit peu ce moment, parce qu'après on a quelques minutes avant le départ, et de vraiment en profiter. Et c'est assez fou, ouais, il y a le jour va se lever, il fait pas complètement nuit, mais on est quand même dans une semi-obscurité, c'est assez spécial. Avec Sophie, la veille, on avait quand même vu un orque dans le fond du fjord, donc on se pose 2-3 questions, qu'on oublie bien vite d'ailleurs. Moi. Et puis on s'élance, quoi. On réfléchit pas comme n'importe quelle course finalement. Une fois que c'est parti, on se met dedans, quoi. Et toi, Sophie, justement, à ce moment-là, t'es où? Tu attends déjà sur la zone de transition? Alors, en fait, nous, on l'a accompagné donc sur le quai jusqu'à ce qu'il monte dans le ferry. Et donc, c'est un moment assez fort parce qu'il fait nuit. Il y a tous les supporters qui sont là avec leurs t-shirts. Je sais plus ce qu'il y avait marqué, Team Support, un truc comme ça. Et puis, le ferry part et tous les gens qui restent sur le quai sont en larmes. Moi comprise évidemment, parce que c'est très bizarre de les voir s'enfoncer dans la nuit et puis de savoir que ils vont plonger, ils vont sauter pour leur première épreuve. Et après, pour être tout à fait honnête, quand lui a sauté du ferry, donc le ferry était déjà loin, donc on n'a pas vu, mais toutes les équipes supporters se retrouvent dans l'hôtel pour prendre un petit déj, quoi. Donc pendant qu'ils se caillaient, nous on prenait des forces pour la suite. Chacun son moment, quoi. C'est ça. 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Vous retrouverez la deuxième partie de cette interview dans le prochain épisode du podcast. Sur cette seconde partie, on va s'intéresser un petit peu plus à vous trois, messieurs, et à l'épreuve que vous aviez fait l'année dernière à Zurich, le Half Ironman. C'était quelle date à peu près? Quelle période de l'année? C'était en juin, début juin. Tout début juin. Exactement. Ouais. L'idée du coup de cette deuxième partie, c'est que vous puissiez partager un petit peu votre retour d'expérience sur l'épreuve pour des personnes qui peuvent nous écouter et qui aimeraient potentiellement demain s'inscrire éventuellement à un Alpha Ironman, qui sont aujourd'hui pratiquants d'un tri M standard, comme on peut faire celui de Paris assez facilement finalement, parce que c'est à côté de chez soi. Qu'est-ce que ça implique finalement d'un point de vue logistique? Comment est-ce que vous avez vécu l'épreuve? Est-ce que c'est radicalement différent de ce qu'on peut faire sur des épreuves qui ne sont pas des licences Ironman? Éventuellement aussi rappeler ce que c'est une licence Ironman. Et pourquoi est-ce que vous avez fait cette épreuve et qu'est-ce que ça vous a amené à penser pour vos prochaines épreuves? On commence par quoi là? On va commencer du coup par la partie. Non, c'était pour cadrer un peu. Non, mais t'as raison. Alors oui, ça n'a rien à voir. Alors voilà. D'autres questions? Non, mais peut-être juste pour commencer, ce qui est intéressant, c'est toujours se dire, enfin là pour le coup c'est notre deuxième triathlon long, parce qu'on avait déjà fait Deauville l'année d'avant. Déjà c'est de se dire quand est-ce que finalement je choisis la date, parce que ça peut vite te flinguer tes vacances d'été si tu prends en plein mois d'août ou en septembre ou même en juillet. Donc le truc basique, on s'est dit déjà avant les vacances d'été, comme ça on s'entraîne un peu pendant l'hiver, c'est un peu chiant mais encore ça va, c'est plutôt le printemps. Et puis pas très loin, accessible en train, parce que l'avion avec le vélo, voilà, c'est un peu galère.
Ouais. Donc, La c'est vrai que ça la commence comme première ça. chose, c'est que en fait, Joji voulait faire une licence Ironman. C'était ça le truc. Parce qu'on était sur des formats L et il voulait forcément avoir le sac à dos. Pour préciser, Joji. Geoffroy, bien Ouais, sûr. ouais, c'est ouais. toi. Et, parce que c'est- Quelle est la différence? Et du coup. Bon, on voulait tester un peu la logistique et tout, quoi. Voir un peu C'était la ça, différence. c'était de se dire, ok, j'ai fait la licence Ironman, donc c'est bon, je peux le mettre sur mon CV. Et effectivement, C'est fait, c'est une bon. des problématiques de la licence, ils ont plein de dates, mais en France, il n'y en a pas beaucoup, et on Non. a essayé de s'inscrire à... Il y a quoi? Il y a Vichy, non? Il y a Vichy, Ouais. il y a la Baule qui a ouvert Il y a la boule récemment, tout récemment l'année dernière qui Et a qui a ouvert pour la première qui fois. était complet en quelques jours. Ouais. On a essayé de s'y prendre en octobre, je crois qu'ils avaient ouvert tout début octobre ou fin septembre, mais En c'était un mois, complet. je crois que tout Il y est a parti. Nice un truc comme ça. et Nice et Aix. Nice, non, ils il y a font Aix. l'Alf. Ah Nice, non, c'est un- Nice, pas un ouais, Alpes, C'est un non. full. Ouais, c'est- Non, il y en a- L'Alf, c'est que pour le championnat du monde, je C'est crois. ça, il y en a que Enfin, 3 en final, France ouais. en fait en version Et L. effectivement, ça part très vite, les billets. c'est Ça pas- part très très vite. Et du coup, il restait Vichy, je crois, mais qui est fin août et on voulait pas pour la problématique des vacances. Donc on a regardé ce qui était pas trop loin en pays frontalier et il restait, je crois qu'il y avait Barcelone. Il doit y avoir Marbella, non, aussi en Espagne, il doit y en avoir deux. Ouais, mais ou je trois. crois qu'il était un peu tôt c'est dans l'avion, c'est une l'année. autre logistique. Ouais. Ouais, et c'est c'était encore autre tôt dans chose l'année. que pouvoir se Ouais. déplacer en train, effectivement. Il y avait Luxembourg. Ouais, exact. Et il restait Zurich qui était pas très loin, donc on s'est dit ok, allez, on y va. Luxembourg, c'était déjà parti. Au final, une licence Ironman, c'est une marque, quoi. C'est une marque de triathlon Comme la longue Zumba, distance quoi. ou triathlon. C'est vrai. Pardon, Les mecs ont préempté le truc. C'est comme la Zumba. si tu veux. Mais au final, c'est C'est pas la même prépa. C'est pas la même prépa. Et t'as pas le sac à dos. c'est Il y a simplement plus de une, musique. c'est simplement une marque, voilà. Et derrière, c'est des triathlons longue distance ou des triathlons XL. Peut-être qu'on peut rappeler du coup juste le format par rapport aux autres triathlons, parce que c'est comme c'est Alpha Ironman, c'est la moitié du coup de l'Ironman. Et ça fait quand même 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon pour finir. 21 Sans kilomètres, compter ouais. l'éventuel dénivelé et autres embûches sur le Bien parcours sûr. selon les serait pas les drôle, triathlons. Exactement. Et ça peut changer un petit peu du triathlon L un peu classique où il y a un chouïa plus de natation, souvent 2 km 100, un peu moins de vélo, plutôt 80 que 90, et le semi-marathon c'est un peu classique, tout le monde finit par ça. Et du coup, d'un point de vue purement logistique, une fois que vous aviez choisi de participer à cette épreuve, tous les trois, ça a été quoi le premier point sur lequel il a fallu accélérer l'orga? C'était le logement, ça part très vite. Ouais, ça part très vite. Donc On n'a Les pas été places- bon d'ailleurs. comment? On n'a pas été bon d'ailleurs sur le. Ouais, c'était compliqué. En plus, Zurich, c'est une ville, on est en Suisse, c'est Ça hyper coûte cher et ouais. tout ça. Ouais. Et Sachant effectivement, que c'est pas à Au Zurich même titre en que plus. les. Oui, c'est ça en Ouais. plus. C'est ça Un la rapport, spécificité. c'est Au une même petite titre que ville. les places partent vite pour s'inscrire au tri, parce que c'est une licence Ironman, parce que voilà, tout le monde va vite sur ce type de triathlon. Mais nous, on voulait tester l'organisation. Bah ok, si c'est bien connu, mais est-ce que c'est cool vraiment? Est-ce que il y a quelque chose de différent? Bah effectivement, les logements partent très vite après derrière aussi. Et du coup, tu disais, c'est pas à Zurich même, ça veut dire qu'il faut trouver un véhicule une fois sur place, ou tu peux faire tout à pied Alors, ou tu en peux, vélo? tu ou peux quoi. tout faire. On a pas mal galéré d'ailleurs sur le sujet parce qu'on a regardé. Il y a des trains, il y a des genres de TER ou enfin des trains, je sais pas comment on dit, régionaux qui peuvent t'amener au départ. Mais en fait, la grosse ville à côté c'est Zurich, mais le départ c'est à Rapperswil. Rapperswil, Rapperswil. Je voudrais pas Et l'écorcher. puis on avait une hein, femme pour enceinte vous- aussi avec nous, donc On fallait avait aussi faciliter les effectivement déplacements. une femme enceinte. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait d'une part, est-ce qu'on y va en voiture, est-ce qu'on y va en train ou potentiellement en avion? C'est pas très très loin la Suisse, mais t'as pas envie forcément de faire beaucoup d'heures de bagnole. Donc on a choisi le train et après, est-ce qu'on se met dans Zurich où il y avait du logement, mais du coup t'es loin, donc faut prendre potentiellement le train pour aller au départ avec ton vélo, ou alors tu loues Ouais, une il faut se camionnette lever sur tôt place. et tout, enfin, et du coup, on a choisi l'option train jusqu'à Zurich et camionnette de l'agence touriste. Et le van pour du faire club, le ouais. trajet. Ouais. Exactement. Avec On n'a les pas stickers, encore tout acheté, ce qui va, mais bien sûr. Mais il était dingue. sachant que le vélo, le transport du vélo, c'est une problématique, quoi. Tu vois, Oui, que on ce soit en pourra peut-être avion, en parler en en train, termes de matériel, comment on trimballe son vélo, sachant que t'as pas envie d'abîmer le dérailleur, t'as pas envie d'abîmer Puis quoi vous que ce étiez soit. peut-être pas tout seul non plus à partir de Paris pour aller à Zurich. sur ce Exactement. week-end, enfin, Voilà, ça, on avait l'option éventuellement de la SNCF pour prendre. Tu payes plus cher et enfin tu payes un fee et tu viens mettre le vélo la veille
il est transporté tout seul, enfin des trucs comme ça. Finalement, on a pris l'option housse où tu le démontes, donc tu défais tous tes réglages, etc. Sur ton vélo, tu baisses la selle, t'enlèves les roues, etc. C'est comme un bagage au final. En fait, voilà, c'est comme un bagage et tu le trimbales dans le train. Il n'y a pas de frais supplémentaires parce que les housses sont faites aujourd'hui des vélos elles ont une dimension qui est OK avec la SNCF pour. C'est considéré comme un bagage, quoi. Exactement. Donc tu payes rien, mais par contre. Mais le problème, c'est que t'en as 3 dans une Ouais, voiture. on était à 3, on a dû changer je sais pas combien de fois les vélos de place. Enfin, ils sont vraiment malmenés, quoi. Et puis une fois sur place, faut tout remonter aussi. Ça doit prendre un peu de temps. Bah, il y a un peu. Il y a Les ça. réglages à Alors, refaire. juste le petit point sur le bagage, c'est que par rapport à une valise, en fait, un vélo, ça prend plus de place. Et que du coup, tu peux pas mettre ton vélo vraiment dans l'endroit destiné au bagage. Donc, on s'est retrouvé à faire tout un trajet au milieu entre 2 wagons et à chaque montée, déplacer les vélos, c'était les l'enfer. valises sur les strapontins. Enfin, c'était un peu galère. Ouais, et puis t'as pas envie qu'une grosse valise atterrisse sur ton vélo. Voilà, donc, donc tu blindes de Chatterton et de papier bulle tout ce que tu as sur ton vélo pour éviter qu'il soit abîmé. Et effectivement, quand tu arrives sur place, il faut remonter tes prolongues, ta selle, tes roues, tous tes réglages, tu as mis du Chatterton. Plein de trucs que vous aviez anticipé évidemment avant de Bien vous lancer sûr, dans oui, cette bien aventure. sûr, bien sûr. Tout à fait. En Super tant que- organisé. Bah, C'était carré, quoi. notre sponsor nous avait déjà mis des réglages. Qu'on salue. Exactement. C'est qui déjà Heineken. Voilà. Donc non, effectivement, c'est tout un tas de petits réglages qu'on n'avait pas forcément prévus et on pensait pas qu'on allait autant galérer dans le train. Et après, pareil, il faut mettre ton vélo dans le coffre du van. Enfin, ouais, c'est un vrai déplacement, quoi. Et une fois sur place, du coup, comment ça se passe? Vous arrivez quoi, le vendredi ou le samedi? L'épreuve, c'était quel jour? C'était le samedi, on avait prévu un peu de marge, on était arrivé le vendredi. Non, c'était le jeudi. On est arrivé le jeudi, on avait le vendredi sur place. Je dis n'importe quoi. C'était le dimanche. On est arrivé le vendredi. Bon, et il y a c'était combien le de jours? dimanche. À défaut Ouais, d'avoir c'était le le mardi, jour je crois, non Plein de gens. Je sais plus. On est Vous arrivé. étiez laissé on une arrivait- petite journée de battement, quoi. On Ouais, avait une on nuit arrivait- avant, ouais, c'est ça. tranquille, ça Ouais. c'est sûr. Et généralement, on aime bien aussi prendre une journée après. Ouais, Sur pour la place. récup, ça c'est sûr. Et Là, puis on avait 2 nuits. pas se presser. On avait 3 nuits. Mais du coup, vous arrivez sur place, vous remontez vos vélos. À quel moment vous les déposez finalement dans les sas, etc. Alors, d'un point de vue plus, Tu les déposes la pratique. veille. D'accord. Ça, c'est une des spécificités ou pas, mais tu peux pas déposer ton vélo le jour même. Ouais. Donc il faut un petit peu anticiper ça. Tu arrives à 23h avec le dernier train, quoi. Exactement, faut le déposer sur ton emplacement, il faut le remonter, il faut le tester un peu parce que tu regardes si t'as pas fait n'importe quoi avec tes réglages, si t'as pas un pneu qui a explosé parce que t'as dégonflé tes roues, tout un tas de stress qu'on a tous la veille de course. Et le lendemain matin, tu reviens avec tes affaires. Mais fallait déjà être prêt la veille. Ouais. Donc, c'est un petit Et stress honnêtement, supplémentaire. c'est hyper bien organisé. Enfin, je veux dire. Un seul stop, enfin un seul sas finalement, ou c'était disposé à plusieurs endroits? Non, que il ce y soit a. Non, ça c'est cool. la transition c'est- running et la transition Toujours au au vélo, même ça se fait endroit, toujours au même T1, endroit, donc pas de T2. problème avec les affaires. Voilà, pas de problème avec les affaires. Ça c'est cool. Enfin, en tout cas, d'un point de vue personnel, moi j'apprécie quand T1, T2 se fait au même Plus endroit. simple, c'est plus simple. C'est plus simple. Et là, en termes d'orga, c'est vrai que la licence Iron, c'était au millimètre, quoi. Après, Ouais. je veux pas dénigrer d'autres triathlons. On a fait 2 villes. non, c'est L'orga clair. était C'était très parfaite. bien aussi, ouais. Les bénévoles étaient super sympas. Puis tu payes aussi pour ça. Enfin, c'est pas non plus le même prix qu'une participation à un triathlon. Malheureusement, non. ouais. Standard. Après, c'est plus cher. Ouais. C'est un petit peu différent des autres. Est-ce que vous pouvez partager triathlons. éventuellement le prix de l'inscription sur C'était un- en francs 650, suisses, je crois, non quelque chose comme 400 francs suisses ou 350 francs suisses et ça doit faire 400 euros. Quelque chose comme On ça. est 350, autour des je sais 400 plus. euros l'inscription. Ah ouais, putain, je pense. j'avais Un plus truc, c'était un aussi truc Ouais, comme ça. 350, 400 En effet, euros. donc du coup, c'est plus cher que l'Ironman en termes de. Enfin, parce que l'Ironman de Nice, on a payé, je crois, 600 euros. Ouais, parce que Donc, je crois que c'est les francs suisses, c'est plus cher. du coup. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, T'as c'est plus cher que le triathlon longue distance de Deauville, par exemple, qu'on a fait l'année d'avant, mais qui était super aussi, quoi. Donc ça peut aussi justifier, mine de rien, une organisation sur place qui est de qualité également. Finalement, vous payez un peu la prestation. tu quoi. payes une licence. En quand plus même, de la hein. médaille, bien sûr, Ouais, tu payes la ouais. prestation. Tu payes une Ouais, licence c'est Ironman, tu sais que c'est clean.
Non, et puis c'est hyper bien organisé du début à la fin, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, t'as pas le droit d'avoir d'affaires au niveau de ton vélo, c'est que des sacs de transition, donc ça fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, au triathlon de Paris, où finalement t'as un sac par discipline, que tu dois mettre à un endroit bien précis, t'as le droit de rien faire traîner, mais au moins tu te retrouves assez facilement avec tes numéros, choper ton sac. Et une particularité, c'est la première fois je crois qu'on le vivait, c'est que tu déposes ton sac, en fait, il est accroché, ton sac de transition T1 et ton sac de transition T2, et tu as des tentes au milieu, entre ces deux zones de stockage où tu peux accrocher ton sac, pour te changer. Donc en fait, tu sors de l'eau, tu chopes ton sac T1 que tu avais préparé, tu rentres dans une tente, il y a les tentes hommes, femmes et mixtes, je crois aussi. Ouais, c'est et tu te changes pour ton vélo. Là, tu sors et tu poses le sac de transition. Et là, tu repars de l'autre côté. Et ensuite, quand tu arrives du vélo, pareil, tu récupères ton sac de transition T2 et tu rentres dans la tente pour te changer et tu ressors. Et ça, c'est assez particulier parce que d'habitude, tu laisses vraiment les affaires à côté de ton vélo et tout est centralisé ici. Mais il n'y a rien qui traîne et finalement, c'est pas mal optimisé, je trouve. C'est plutôt agréable. Pour ceux qui regardent éventuellement les compètes avec les pros, c'est vrai que tu as généralement toutes tes affaires au même endroit et à côté de ton vélo, tu as tes affaires de running et tu as tes affaires de transition qui sont là. Là, il y a un côté, je pose mes affaires, je vais chercher mon sac, je passe par la tente et je repars de l'autre côté pour faire le vélo et pour la course à pied. Donc c'est un petit peu déstabilisant au début. Mais après, je pense que toutes les orgas Ironman ont le même formatage et du coup, tu t'y perds pas. C'est ça. Et du coup, sur la natte, peut-être qu'on peut parler peut-être plus de l'épreuve en elle-même. On peut demander à notre meilleur nageur. C'est beau ça les gars, merci. Geoffroy Manodou. Heureusement que c'est là. Ah putain, t'as découvert mon identité. La nage c'est plutôt cool par rapport aux autres triathlons qu'on a pu faire. Je pense que c'est lié à la licence Ironman, ils font tous la même chose, mais c'est vrai que c'est des départs en ligne. Alors j'arrive pas trop à faire le bip là tout de suite. Je crois que tu fais du beatbox un peu. Mélène, tu dois pouvoir faire le bip. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est en sas aussi quand même. Ouais, c'est en sas. Oui, ce qui est pas mal parce que pour le coup, j'ai pas participé à énormément d'épreuves, mais c'est vrai que par exemple à Paris, on part un petit peu. Donc il y a des sas évidemment, mais déjà il y a beaucoup de participants. Je suppose beaucoup plus que sur cette épreuve que vous avez pu faire à Zurich. Ouais, il y a moins de participants, je pense. Donc c'est peut-être plus facile à gérer aussi, mais c'est vrai que le fait de partir un petit peu. Tous à la suite, on saute du bord et on va nager sur le canal. C'est vrai que ça peut vite être un petit peu. Tu peux vite sauter sur quelqu'un, quoi. Donc là, l'avantage, visiblement, c'est un petit peu plus. Là, tu pars 4x4 avec, je sais pas, 3-4 secondes, peut-être même un peu plus d'écart. Donc, effectivement, t'es pas à te nager l'un sur l'autre. Ouais. Ça évite les grosses golden dans l'eau. Et puis on a eu du bol en plus parce que c'est le lac de Zurich. Lac supérieur de Zurich, ouais. Et hyper plat, pour le coup, pas de courant, rien. L'eau pas cristalline, j'ai exagéré en disant ça, mais en tout cas. Ouais, tu vois dans l'eau. C'est hyper agréable. Ouais, par rapport à la Seine, ça a quand même rien à voir, ou au canal de l'Ourcq, ça a quand même rien à voir, donc c'est quand même assez agréable. C'est limite un gros kiff quoi, de nager là. Il n'y a pas d'emballage de kebab qui flotte, c'est pas mal. Et sur les autres disciplines, du coup, au-delà de cette partie natation, des spécificités un petit peu sur le parcours, sur la partie vélo. Ouais, sur la partie vélo, c'est assez vallonné. Parce que sur les 90 bornes, il y a 1003 de dénivelé positif, il me semble. Donc c'est 2 boucles. Et en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la topographie du parcours en tête. Et il y a une bonne partie roulante au début. Et en fait, au bout d'un moment, on rentre un peu dans une ville où ça commence à grimper. Et personnellement, moi, je m'en rappelais plus. Et puis là, en fait, tu te tapes une bonne session de grimpe. Il y a plusieurs côtes, ça s'enchaîne et tout. Je pensais que ça allait jamais terminer. Et puis ensuite, après, il y a une partie roulante. Après, si c'est une grosse descente aussi. Oui, voilà, si c'est des boucles, c'est ce que j'allais dire. Forcément, si ça grimpe pendant 1300. Il y a une partie très roulante, pour plat descendant. C'est vraiment cool ça. Là ça roule vite et franchement il y a des en tout cas l'édition qu'on a faite, il y a des très très gros rouleurs. Drafting ou pas sur non, interdit. Non, interdit. Il y a des arbitres qui tournent. Mais ouais, sur la partie vélo, franchement moi j'étais impressionné. On roule pas trop mal, mais bon, pas hyper vénère, quoi. Mais là, il y a des très très gros rouleurs, quoi. Et puis du public tout le long aussi, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir des encouragements tout le long. Même sur la partie vélo, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est plus sur la partie running, parce que les gens passent moins vite, mais. Même sur la partie vélo. Comme il y a si ça grimpe, il y a peut-être des gens qui vont moins vite. Avec les fameux hop hop hop. Sur des encouragements.
qui veut dire aller, il faut le Ils se savoir. moquaient pas de nous. On pensait ça au début, mais en fait, non, ils nous encourageaient. Non, c'est vrai que le fait d'avoir une bonne partie du circuit où ça monte, bah du coup t'as un peu de public parce qu'ils ont le temps de voir passer les gens, donc non, ça c'est plutôt cool. Effectivement, derrière ça envoie sévère. Ça roule très, très sur fort, plusieurs bornes, t'es quasiment que sur de la descente, t'as l'impression que c'est une nationale et t'y vas, donc ça c'est plutôt cool. Et après t'enchaînes sur une course à pied qui était pas évidente finalement, parce que nous il a fait quand même assez chaud. C'est vrai qu'on pensait pas Ouais, qu'en il faisait Suisse très chaud. on aurait chaud, mais on était sur du 30 degrés je pense pendant la course à pied, Ouais. donc c'était pas évident. 2 boucles aussi. 2 boucles et avec le fameux Stairway to Heaven qui était un petit peu improbable. Montée Je des laisse marches. Thibaut parce que ça l'a Ça l'a il avait marqué. un peu oublié. Oui, c'est vrai, je parlais de topographie sur le vélo. Effectivement, sur le semi, ouais, je me rappelais plus de cette montée des marches. Et arrivé quasiment à la fin de la première boucle, je tourne à droite et là je vois dans le public les gens la réaction qu'ils ont en voyant mon visage, ou toute ma surprise en voyant les marches à monter qui m'attendent, sachant que sur la deuxième boucle il fallait les monter à nouveau. Donc ça c'est une petite particularité sur semi à prendre en considération. Ouais, il y a un petit côté un peu casse-pattes, j'ai envie de dire au 7 ou 8e kilomètre, donc plutôt sur la fin de parcours. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand tu commences à être un petit peu dans le dur et qu'il faut trop taper les marches. Ça fait monter le cardio, ça fait mal aux jambes et du coup c'était pas forcément évident. Ouais. Beaucoup de public sur la Sur cette course à pied. partie-là, ouais, sur la Ça, course à ça, pied. c'était Ouais. cool, ouais. Il y a pas mal de gens qui t'encouragent, qui sont derrière. Et sur l'ensemble de l'épreuve, au final, Zurich, c'est pas si haut que ça, mais est-ce que vous avez senti les effets de l'altitude par rapport au cardio ou de façon très pratique? Est-ce que ça a eu un impact ou finalement, Zurich, je regarde en live, c'est à 408 mètres d'altitude, donc c'est pas non plus très très haut, mais plus le dénivelé, etc. Vous avez senti quelque chose ou non? Honnêtement, moi non. Ouais, non, Non plus. difficile, Non, ça- Pas de crainte ça- de ce côté-là qu'on peut y aller. c'est Non, pas- non, non. ouais, On verra pour l'Alpe d'Huez, mais Ce sera peut-être différent. Ouais. On vous tiendra au courant. Là, non, ça allait. Mais sinon, d'un point de vue paysage, par contre, magnifique, quoi. Magnifique. Le lac supérieur, le parcours vélo, les montagnes enneigées, les vaches dans les champs, etc. C'est magnifique, quoi. C'est un régal. D'autres choses, messieurs, à rajouter éventuellement sur l'épreuve? Si quelque chose que je vous ai pas, la question que je vous ai pas posée, c'est votre sentiment global finalement sur l'épreuve. Est-ce que si on se sent chaud d'un M à Paris ou sur une distance M assez standard et qu'on se dit bon, le chrono c'est bien, mais je veux bien monter un petit peu en gamme, vous recommandez ce type d'épreuve et cette épreuve en particulier? Ouais, carrément. Personnellement, je recommande. Après, il faut avoir un certain budget. Hein. Ça coûte plus cher. Il y a plein de triathlons longue distance en France qui sont pas des licences Ironman, qui sont très bien organisés et qui sont moins chers, qui sont plus accessibles que tu habites à Paris ou ailleurs en France. Mais sinon, au-delà de ça, du budget, je le recommande vivement. Juste sur l'ambiance générale, il y a une bonne ambiance générale. Mais c'est vrai que, en plus, t'es à Zurich, en Suisse, c'est un peu m'as-tu vu, il y a des gros vélos, des vélos chers, il y a des gens, voilà, c'est un peu m'as-tu vu. fait Ironman aussi. Hein, C'est un peu peut-être ouais. c'est notre première licence. Ouais, peut-être, il y a plein de nationalités, c'est peut-être notre première licence Ironman, c'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un peu ça, qui est un peu plus de détente dans d'autres triathlons, je trouve. Ouais. Avis partagé. Mais bon, ambiance quand même, hein, bien sûr. partagé, ouais. Ouais, il y avait un truc cool aussi, c'était le fait justement d'être à l'étranger, du coup que tu mets ta nationalité sur ton dossard. Et ça, j'ai trouvé ça sympa de temps en temps, c'est sur Tu veux le dire un vélo banton et ouais, bah oui, j'avais mon drapeau. Non mais le côté, t'es un peu des fois en galère et le niveau mental c'est dur et t'as un Français qui te double et qui te fait allez les gars, machin, un côté un peu chauvin et tout, c'est sympa. Ou de temps en temps, tu vois justement un Espagnol ou un Italien, il y a petite rivalité du foot dis, vas-y, et du barre-toi, coup, toi. Tu lui et du craves coup un tu pneu. dis j'ai quand même pas me laisser dépasser, donc tu y retournes. Non, il y a un côté, le fait que ce soit international, après c'était la licence Ironman, mais j'ai bien aimé le côté équipe un peu, Ouais, même si on se carrément. connaissait pas quoi. Ouais, Ça c'était cool. c'est clair. Geoffroy, en 2 mots, si tu devais donner une note. Une note Sur 10. Allez, 8 sur 10. Ouais, c'est quand même correct. 8 sur 10, c'est À une l'école, très bonne t'aurais pas note, craché là-dessus, hein. Ouais, exactement. Merci à tous, c'est tout pour ce premier épisode du podcast du PPTC. Merci à toi. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous retrouverez la deuxième partie de l'interview de Pierrig dans le prochain épisode. Et on espère que vous pourrez écouter ça tranquillement la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, bye.
Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.